Bonjour, aujourd'hui je suis du côté du musée de Guérin avec Paul Trépanier. Bonjour Paul. Bonjour. J'aimerais que vous me présentiez en quelques phrases c'est quoi le musée de Guérin. Bien, le musée, à la fois, c'est un musée de sites. C'est un grand site parce que c'est à la fois l'ensemble institutionnel, ce qu'on appelle l'ensemble institutionnel au Québec, qui est composé de l'Église, du presbytère, et on peut même quasiment inclure l'école, parce que l'école est à côté, ne fait pas partie du musée, mais c'est le cœur du village, donc qui donne sur la rue principale. De l'autre côté était le magasin général, le bureau de poste, et maintenant le resto dépanneur de coin. Donc c'est vraiment à la fois ouvert sur le village, le cœur du village, et à l'arrière, qui était la ferme du curé, donc tout le côté dépendance, le côté plus rural agricole. Donc là, on se retrouve avec une douzaine de bâtiments, certains historiques, dont la vieille grange, la maison du cultivateur. Ça, c'est une maison historique qui a été déménagée, qui a été sauvée puis déménagée, installée sur le site, mais dans les dépendances qui étaient anciennes sur le terrain, il y a, bon, évidemment, l'ancien garage du curé, mais le poulailler, la forge, la grange, et à ça se sont rajoutés des petits pavillons d'entreposage qui ont servi de l'époque du musée de plein air, et aussi un grand bâtiment qui était une reconstruction de la chapelle de la mission Saint-Claude. Donc, c'est un ensemble de bâtiments, le terrain paysager avec des arbres tout autour, un beau nuage de verdure, avec des sentiers, avec un jardin, avec un petit cimetière qui commémore l'espace de l'ancien cimetière. Donc, c'est vraiment un grand parc, surprenant à trouver dans le milieu d'un village. Et en arrière, c'est le bois. Évidemment, le bâtiment d'accueil, qui est l'ancien presbytère construit en 1910, qui est un de ces grands presbytères qu'on construisait à l'époque, un peu partout au Québec, parce qu'il est tout à fait caractéristique de tous ces presbytères-là de l'époque, qui est un grand bâtiment carré avec une grande corniche, des grandes galeries sur trois côtés, et l'aile de la ménagère, parce que l'aile arrière, c'était l'aile des domestiques, comme les maisons bourgeoises, donc au-dessus de la cuisine et de la chambre de la ménagère où on se trouve présentement. Donc, il y avait une séparation entre les parties habitées par les religieux, évidemment, puis les parties par le personnel. Puis c'est un bâtiment absolument magnifique parce qu'il a été entièrement restauré. Il a conservé ses fenêtres françaises d'origine, ses revêtements. L'avantage d'un bâtiment comme ça, c'est que les plafonds sont hauts. Donc, pour un musée, c'est exceptionnel parce que ça permet d'exposer des pièces, du mobilier, des éléments assez grands, des panneaux, d'avoir vraiment des beaux grands espaces muséaux qui conviennent bien aux règles professionnelles là, de la muséologie. Et ensuite, le deuxième bâtiment important, évidemment, c'est l'église. C'est une des plus anciennes églises du Témiscamingue. Et ce qui est caractéristique de l'église de Guérin, c'est qu'elle est minuscule. C'est une église de colonisation qui est à peine plus grande que 2 fois une maison. C'est simple, là, c'est comme 2 maisons mis bout à bout, c'est pas tellement plus haut, et la structure est légère, et parmi les premières constructions à Guérin construites en 2x4, parce que les premières générations de bâtiments étaient en bois rond ou en bois équarri. Donc, c'est une structure assez légère, donc comme je vous dis, pas plus grande que 2 maisons, ce qui fait que le clocher, on n'a pas voulu construire le clocher sur le toit, ça aurait été trop lourd, donc le clocher est construit sur une tour. On appelle ça un clocher-tour, un clocher-porche. Donc on rentre dans les portes d'entrée de l'église, sont dans la base du clocher, donc ça soutient le clocher de l'église, mais c'était une église qui devait être temporaire en se disant, ben là, regarde, c'est une église fragile, puis à un moment donné, on a rajouté des jubés, puis on manquait d'espace, et on avait le projet de la reconstruire, mais il y a eu des circonstances qui ont fait que ça n'a pas été possible, mais ça a permis en bout de ligne de conserver une église de colonisation qui date quand même de 1910. Donc, c'est quand même assez exceptionnel pour le Témiscamingue et qui a conservé beaucoup de ses caractères, puis qui est le dépôt de nos trésors religieux aussi. L'autre trésor du musée comme bâtiment, c'est la maison du cultivateur. Et ça, c'est la maison de la famille Casimir-Verrette, qui était parmi les pionniers de Saint-Casimir, un père de nombreuses familles. Il y avait une très grosse famille. Il y a, de ses 2 mariages, il y a eu 26 enfants.
la maison Casimir-Verrette, elle fête son centenaire cette année. Elle a été construite en 1919. C'est la première maison permanente que le cultivateur se construisait. Après quelques années, dans un bâtiment temporaire, un bâtiment en bois rond en général, là, il était enfin en mesure de se construire une maison de petite dimension, oui, mais permanente. Donc, cette maison-là, elle a gardé son caractère. Elle n'a jamais eu de toilette intérieure. L'électricité est arrivée à la toute fin et c'est un concours de circonstances exceptionnel. La vieille dame a vécu dans sa maison jusqu'à sa mort et ensuite la maison a été abandonnée. Elle a servi de grainerie pour entreposer du grain par un cultivateur voisin. Et c'est là que la population a dit « Hey, on a cette maison-là exceptionnelle. » Il y avait encore même du mobilier d'origine dedans. Et les gens, en 1980, l'ont déménagé sur le site du musée à l'arrière et l'ont réaménagé eux-mêmes, apportant, s'il manquait le poêle à bois, un l'a apporté et tout ça. Et la population a reconstitué un intérieur qu'on ne peut plus authentique parce que c'est les gens eux-mêmes, ils ont tous été élevés dans des maisons comme ça. Et c'est le plus bel exemple au Québec qu'on a de ce qu'on appelle la maison de colonisation, là. Et le quatrième bâtiment ancien qu'on est fiers de présenter, c'est quand même la grange du curé parce qu'on a conservé ici la grange qui permettait au curé de conserver le foin qu'il avait besoin pour ses animaux. Il y avait souvent une grange étable aussi, une écurie qui a disparu il y a plusieurs années, mais la grange avait été conservée, donc ça nous a permis d'utiliser ce bâtiment-là, de la restaurer, puis de y mettre une partie de l'exposition consacrée à l'agriculture des années 40. L'exposition s'appelle Réveil rural. Donc ça, c'est le grand cadre géographique là, qui caractérise le musée. J'aimerais que vous me parliez de votre rôle au sein de l'organisme. Ben, moi, je suis historien conseil pour le musée depuis plus de 20 ans. C'était à plusieurs titres. À titre d'ami, pour commencer, de dire, regarde, c'est un musée. Ben, premièrement, c'est le plus vieux musée d'Abitibi-Témiscamingue. Donc, moi, déjà, l'enfance, je m'intéressais à l'histoire. Donc, c'est un petit peu normal que j'ai suivi de ça depuis l'enfance. Mais dès que j'ai commencé à en faire ma profession, j'ai trouvé l'occasion de m'impliquer puis de m'engager. Puis le concours de circonstances a fait que j'ai pu aider comme conservateur invité. Après ça, chargé de projet, conseiller à différents niveaux, d'être là chaque fois qu'il y avait un nouveau projet pour aider à bâtir, à aider, à épauler une équipe, parce que pour moi, là, chaque fois que le musée avait pu avoir besoin, c'est toujours un plaisir, comme pour la plupart des lieux qui me sont à cœur au Témiscamingue. J'aimerais que vous me parliez un peu des gens qui ont été importants pour l'instauration du musée de Guérin. Bien, c'est qu'il y a 50 ans, il s'est passé quelque chose de bien particulier, c'est que le curé de l'époque, Donat Martineau, qui était historien, en arrivant ici, s'est rendu compte qu'il y avait une mémoire incroyable et qu'il y avait encore des pionniers des débuts de Guérin. Et c'est là qu'il a fait reconnaître, il a d'une part encouragé les gens à fêter les 60 ans de Guérin en 1968 et à faire reconnaître ça par le ministère de la Culture. Donc l'année suivante, il y a 50 ans tout juste, en juillet 69, en même temps que l'homme posait le pied sur la Lune, ici à Guérin, on installait une plaque de bronze du ministère de la Culture pour reconnaître les 60 ans d'un village de colonisation, de ces bâtisseurs-là. Puis ils vivaient encore, ces gens-là vivaient encore, les gens qui avaient 70, 80 ans. Et c'est ça qui a donné l'idée non seulement de commémorer ce passé-là, mais de commencer à bâtir une collection. C'est suite au dévoilement de cette plaque-là que les familles pionnières, dont la famille M. Henri Beaupré, qui est le premier donateur, un pionnier cultivateur qui a commencé à donner des objets. Et là, la collection a commencé. Et 2 ans plus tard, en 71, le musée. Donc, mais c'est vraiment le père Martineau, le curé, qui a mobilisé les gens autour, qui ne demandaient pas mieux de mettre la main à la pâte, de dire, oui, c'est vrai on est une petite paroisse modeste, mais on a un passé, on a une mémoire, et on a des choses aussi, on a des objets, et pourquoi pas le partager et en faire un pilier de développement et d'accueillir les gens pour partager ça. Et c'est ce qui a donné naissance au musée. Donc, c'est une volonté du milieu et c'est encore le milieu
et la collectivité qui le tient, ça, le bénévolat, le partenariat, de bâtir ensemble, de croire ensemble. C'est tout comme le Resto Dépanneur, c'est dans une entreprise d'économie sociale. C'est vraiment une collectivité qui se prend en main puis qui dit on a des choses à partager et on a des choses à offrir. Donc, derrière le Père Martineau, qui est notre fondateur officiel, c'est toutes les familles ont été impliquées, la collectivité, les gens impliqués, les commerçants, tout le monde a mis la main à la pâte, toutes générations confondues, parce qu'en même temps, c'était une façon de dire les aînés transmettent aux plus jeunes, et c'est les plus jeunes qui sont guides, qui sont les courroies de transmission de ça. Donc, c'est une très, très belle... Et les gens se sont impliqués eux-mêmes dans la muséographie, de dire, regarde, on s'implique, on a des choses, on apporte des objets, on les met en scène, on réfléchit sur ça. Donc, c'est un très, très beau travail collectif de mémoire qu'on doit justement à des gens qui croient à la mémoire et croient à l'importance de transmettre. Et ça, c'est encore le plus beau message. Et aussi des choses modestes, des choses simples dans lesquelles le visiteur et les gens ne seront pas intimidés, vont se retrouver, vont être à l'aise, comme ici, dans un lieu qui est simple, qui sent bon, qui est éclairé, qui est lumineux et dans lequel on a le goût d'échanger parce que c'est un lieu de transmission de paroles, d'échanges, de tranquillité, où le temps est un peu arrêté. C'est encore, je pense, ce qui caractérise l'expérience que les gens voulaient au départ, ceux qui l'ont créé, puis maintenant encore aujourd'hui. Parfait. Donc, comme vous dites, il y a beaucoup de gens qui se mobilisent encore à ce jour pour faire un conseil d'administration pour conserver le musée, c'est bien ça? Oui, conseil d'administration, les équipes de bénévoles, les partenariats longtemps avec la municipalité, avec les autres institutions muséales, mais est toujours à l'écoute aussi de ce que le besoin a. Par exemple, que le musée, que la Société du patrimoine, qui est le gestionnaire du musée, qui a aussi le Resto Dépanneur Souvenirs d'antan, de dire capable d'offrir un service à la collectivité, de dire que, bon, on pouvait servir des repas aux écoliers, donc, de toujours être à l'écoute, avec qui on peut bâtir des éléments pour la qualité de vie du milieu. Puis comment est née cette idée-là d'en faire un musée? Bien, il y avait encore là une vision. Le Père Martineau était quelqu'un qui était très, très visionnaire, il était en avant de son temps. Il croyait au tourisme. Et il voyait qu'il y avait un pays magnifique, on a de l'espace, et que le musée est né en même temps qu'un projet qui était complètement audacieux à l'époque, qui s'appelait le Village Vacances-Famille, qui était de dire, il y a moyen de faire du tourisme démocratique, de dire pour des gens qui n'auraient pas nécessairement les moyens de faire du tourisme là, commercial, donc d'être hébergés chez des fermiers, des cultivateurs, de la population locale. C'était une idée qui était incroyable et ça a fonctionné pendant plusieurs années. C'était des gens de la ville, des familles surtout, avec plusieurs enfants. Ça, c'était au Québec parmi les idées les plus novatrices. Là. Et c'est dans ce contexte-là, on est au début des années 70, on dit, la façon de vouloir partager notre histoire et la mémoire, on a commencé par bâtir des petits pavillons. Il y en a eu jusqu'à une douzaine sur le terrain, consacrés à la vie du pionnier, au bûcheron, au forgeron. Donc, c'est la première initiative du musée de partager des éléments dans des lieux qui seraient un musée en plein air, donc c'est très agréable. C'est à l'extérieur, tu rentres dans un pavillon, là, il y a une thématique qui est exploitée, donc tu as de l'espace, c'est facile à gérer, c'est à la fois convivial, et c'était le début. Le musée, après ça, a beaucoup évolué. Là, on a changé la manière de présenter et tout, mais c'était une façon novatrice de rendre un musée accessible, qui n'est pas trop impressionnant, dans lequel les gens vont se sentir à l'aise, parce que rentrer dans un grand musée avec des grandes colonnes, un grand escalier, ça impressionne toujours, puis il y a des gens qui feront pas le pas. Alors que là, c'était toujours une volonté de dire, c'est intéressant, faut pas que les gens soient intimidés, puis une fois qu'ils vont avoir franchi le pas, on sait qu'on va les convaincre et qu'ils vont trouver ça intéressant et on aura contribué à transmettre là, cet héritage-là.
Fait, c'est quand même un musée authentique. Ça semble être quand même authentique avec ce que je vois. Donc, il y a quand même beaucoup d'objets qui sont originaux. Ben, Oui, tout à fait. d'origine. Il y a une bonne partie des objets qui sont originaux, même de Guérin, mais les collections viennent de toute la région, de tout l'Abitibi-Témiscamingue et même du Nord Ontario. Il y a des choses qui viennent de l'extérieur, tout comme les gens étaient de provenance extérieure aussi, mais le caractère authentique, il est venu beaucoup du fait que les gens qui ont contribué au tout début disaient, ben regarde, c'est tel objet, qui, entre autres dans la maison du cultivateur, mais c'est de même dans les lieux de dire, c'est à partir des témoignages des gens qu'on a préparé les lieux, monté les lieux, et ce qui fait le caractère tout à fait authentique, là. Et, bon, ça c'est pour les choses d'un patrimoine plus modeste, mais pour le patrimoine plus prestigieux, parce qu'on a quand même la chance d'avoir des collections aussi très riches, comme celle de la collection complète de l'évêque des années 50, qui était Monseigneur Maxime Tessier. Donc ça, c'est toujours très, très impressionnant d'avoir la garde-robe complète qu'on expose. Ça, c'est assez unique et authentique aussi. On a des ensembles complets de collections. La collection des Sœurs de Notre-Dame Auxiliatrice, qui est la seule communauté religieuse d'Abitibi-Témiscamingue, dont la maison mère est en Abitibi-Témiscamingue, qui ont légué au musée en 2012 l'ensemble de leur collection historique. Donc ça, c'est même une exposition qui est consacrée. Donc là, on a un patrimoine regroupé, mais complètement là, tissé serré, tout à fait cohérent, qui crée un environnement là, magique, là, parce que on a pu avoir des choses dans leur intégralité. La même chose pour des collections pour certains personnages, comme le Monseigneur Pelletier, qui était le premier curé de Rouyn-Noranda. C'est des collections complètes d'objets personnels, d'archives, de photos. Donc, c'est tous ces éléments-là qui ont été récupérés au bon moment et qui ont une valeur importante pour la région, puis qui sont très parlants parce qu'ils sont encore reliés à la mémoire là, des gens et de la population. Puis j'aimerais, Paul, que vous me parliez aussi un peu de qu'est-ce qui différencie le site actuel de celui du passé. C'est très intéressant de voir l'évolution parce que, comme les musées, tous les musées partout, il y a énormément une évolution à la fois de la manière de présenter les choses. Évidemment, les technologies sont arrivées. On peut aller très, très loin par rapport à ça. Donc ici, l'évolution, et comme je disais, on partait d'ici d'un petit musée modeste en plein air avec des petits pavillons. Et au fil du temps, on s'est doté d'infrastructures, bon, de construire des pavillons qui permettraient de bien conserver des objets, des instruments, entre autres agricoles, là, qui sont de plus grandes dimensions. Donc, on a construit des abris, des entrepôts pour être capable, certains pour entreposer, d'autres pour présenter, comme l'abri à machinerie. Et l'autre étape, c'était de dire que au moment où le presbytère a cessé d'être habité, parce qu'au moment où le musée a été créé, la paroisse était encore très, très vivante, l'église était utilisée beaucoup, beaucoup, le presbytère était habité et il y avait plein d'activités paroissiales, donc c'était normal qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui se passaient dans le vieux presbytère. Il y avait peut-être dans le bureau du curé, parce que c'est là qu'il y avait certains documents où on pouvait recevoir les gens, mais au fur et à mesure qu'il n'y a plus de curé résident à Guérin, et c'est là que le point tournant important en 99, c'est que de dire que la part importante du musée serait le presbytère réaménagé avec des conditions muséales adéquates, avec des filtres anti-UV dans les fenêtres, avec une température et des conditions de conservation meilleures, une professionnalisation, donc de dire c'est là que la muséologie moderne est arrivée et que la première exposition permanente, là, de renouveler, de faire une exposition permanente professionnelle. Dans le fond, c'était le départ d'un musée et c'est ce qui a amené après ça l'agrément du musée dans les suites, parce que là, le musée avait fait ses preuves avec des collections inventoriées, une exposition et des conditions, et ça a permis après ça à donner les suites, à faire une seconde exposition permanente qui est consacrée à l'agriculture, donc celle dont on parle, et ça a permis de restaurer la grange du curé, qui est un des 4 bâtiments anciens sur le site qui est ouvert, de réaménager, non seulement colliger, de faire cette recherche sur l'agriculture, la modernisation de l'agriculture au milieu du 20e siècle. Et le musée, à ce moment-là, s'est recentré sur le 20e siècle, sur le milieu du 20e siècle, la période de la
la fin de la grande période où l'Église catholique a été si importante dans la société, dans le milieu rural. Donc là, le musée s'est concentré sur la vie rurale des années 40 et 50, évidemment par le côté paroissial, la vie quotidienne, mais l'agriculture. Donc là, c'était un peu ce redéploiement-là de réaménager le site et de donner le ton et de prendre une place à l'intérieur d'un programme régional là, de thématiques historiques, de dire voilà ce qui caractérise maintenant les thématiques couvertes par le musée. C'est bon, la vie rurale, au milieu du 20e siècle, mais sur un cadre qui date de l'époque de colonisation, du début du 20e siècle. Donc, on offre quand même à ce moment-là, c'est presque tout le 20e siècle là, que le musée peut présenter, tel qu'on le vivait dans les villages ruraux d'Abitibi-Témiscamingue, oui, mais d'un peu partout au Québec. Donc, c'est comme ça que le musée a pris sa place là, et offre justement, dans l'offre touristique actuelle, là, une place là, qui est tout à fait unique. Parfait. Puis, tout à l'heure, vous avez parlé qu'il y avait encore des bâtiments un peu en fonction quand vous avez instauré le musée. Par exemple, le presbytère. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de l'ambiance à l'époque dans ces bâtiments-là, justement? Bien, c'est des bâtiments qui sont impressionnants. Quand on pense qu'à l'époque, construire un presbytère, les gens, on a construit le presbytère 2 ans après, alors que tous les gens vivent encore presque dans des camps en bois rond, mais les gens trouvaient important de construire un bâtiment, puis c'est un des plus beaux dans l'Abitibi-Témiscamingue. Il est immense. Au rez-de-chaussée, les plafonds sont, même à l'étage, les plafonds sont très hauts. C'est un beau bâtiment de bois avec un grand escalier. Donc, mais c'était à la fois un bien collectif, le bureau du curé, les assemblées, les conseils, tout ce qui... Et la vie paroissiale passait par ici. Et dans bien des paroisses, les grands presbytères ici étaient assez grands pour même servir de chapelle. Dans des presbytères semblables, par exemple à Fugerville, le 2e étage était tellement grand, a servi de chapelle avant qu'on construise l'église. Donc, c'est dire la place que ces bâtiments ont eue dans la vie de la population et que le musée est fier de pouvoir reprendre ça, de redonner, de rendre toujours accessibles ces lieux-là. Mais aussi à Guérin, c'est qu'à l'époque du père Martineau, le presbytère était un lieu aussi d'accueil, justement de touristes, de gens, même d'itinérants, de gens. Ça a marqué beaucoup la population, de dire que tout le monde était accueilli. Ici, c'est un lieu, donc d'où l'importance de maintenir ça, que les gens se sentent à l'aise. Et les gens sont contents de découvrir un lieu aussi grand, mais à l'intérieur duquel on a mis plein de richesses. Donc, différentes thématiques, découvrir dans une pièce ce que c'était la vie religieuse au fil des 4 saisons, une partie reliée aux organisations, avec toutes les manifestations qu'il y avait à cette époque-là, à l'évêque, à la vie quotidienne, à la vie plus modeste là, des gens qui entouraient le curé, comme dans la pièce ici, la ménagère, le bedeau, le sacristain, des gens que les musées ou que l'histoire tient souvent dans l'ombre, mais que nous, on veut un peu justement là, mettre en lumière. Puis c'est peut-être pour ça que les gens se sentent concernés et se sentent touchés, parce qu'ils reconnaissent des gens, puis se reconnaissent dans l'expérience qu'on présente ici. Donc, j'aimerais savoir aussi, Paul, pour vous, qu'est-ce que ça représente de voir que le musée de Guérin, c'est un site important pour le Témiscamingue? Bien, à la fois, c'est qu'il y a le musée de Guérin, c'est un peu une fierté pour tout l'Abitibi-Témiscamingue, étant le plus ancien musée, créé 1 an avant le musée minéralogique d'Abitibi-Témiscamingue de Malartic, mais comme je vous disais, qui avait germé 2 ans plus tôt, là, en 1969, à la faveur là, du 60e anniversaire. Mais cette place-là, c'est un élément de fierté parce que le musée a toujours collaboré avec tous les autres lieux historiques et muséaux. Donc, le musée a contribué à bâtir finalement un réseau, à faire croire que l'Abitibi-Témiscamingue, parce que c'était ça qu'il fallait défendre, de dire que l'Abitibi-Témiscamingue a ce qu'il faut à offrir
des lieux, des établissements muséaux, des établissements patrimoniaux. Et donc, c'est d'avoir été parmi les pionniers. C'est peut-être ça, cette fierté-là. Et c'est de toujours maintenir ce flambeau-là, de dire que la région a beaucoup à apporter, puis qu'il y a place à ça et qu'au fil de l'évolution, c'est des lieux qui ont encore plus que jamais leur pertinence. Puis c'est quoi vos défis pour les années à venir avec le musée de Guérin? Bien, les défis sont constants parce que c'est toujours, ça c'est une préoccupation de beaucoup d'institutions comme Guérin, qui sont des institutions qui ont fait leurs preuves, qui ont été reconnues par les pairs, par le ministère de la Culture, par les autres établissements muséaux, mais qui ne bénéficient pas de budget de fonctionnement récurrent. Donc, c'est toujours la survie est toujours... Donc, il faut toujours innover, créer et se battre. Il y a très peu d'acquis dans le domaine culturel et dans le domaine muséal en particulier. Donc, c'est toujours de maintenir ça. Là, on est content d'être capable de faire des travaux de restauration parce qu'après 20 ans de la nouvelle exposition, le bâtiment méritait d'être peint. Là, il va redevenir le sous-neuf qu'il était il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Mais c'est que l'avenir puisse être plus facile et on puisse avoir de l'aide et un soutien qu'on mériterait parce que le musée est là pour répondre à des besoins importants, à la fois de conserver le patrimoine local parce que les collections sont riches et les collections continuent de s'enrichir parce qu'il y a encore il y a encore des trésors et c'est normal qu'il y ait dans une région un organisme dépositaire de ça. Et le bel exemple, c'est justement la famille du docteur Philippe Chabot, qui est un médecin légendaire au Témiscamingue, qui a pratiqué pendant 35 ans, de 1925 à 1960. Et la famille quittait la région, les descendants, et de dire, mais qu'est-ce qu'on fait? On peut pas, ça doit rester au Témiscamingue. Et là, le musée a reçu de la famille Chabot la collection historique de documents, d'instruments médicaux, du mobilier de son bureau, donc d'un personnage qui a accouché près de 8000 Témiscamiennes et Témiscamiens, donc presque toutes les familles du Témiscamingue et peut-être même d'Abitibi-Témiscamingue ont un membre de la famille qui a été mis au monde par le docteur Chabot et non seulement. Donc, pour nous, c'est important et même si on n'a pas beaucoup d'espace, on a trouvé moyen de faire un beau coin, une belle petite exposition pour souligner ça et c'est encore une démonstration que on a des collections à conserver, à mettre en valeur et dans lesquelles les gens vont se retrouver. Par exemple, parmi cette collection-là, on a le carnet écrit à la main jour après jour de tous les accouchements et le nom de 2 enfants. Donc, de voir ça, c'est un cadeau, c'est quelque chose à offrir aux gens, aux visiteurs, qui fait partie de l'expérience authentique que le musée a, qu'on veut continuer à faire, et qu'à chaque année, on a une nouvelle surprise comme ça, et qu'il y a toujours du nouveau musée, parce qu'on essaye d'ajuster les choses en fonction de ces beaux cadeaux-là, et ce partage-là que les gens croient encore, et les gens sont fiers de partager ça avec le musée, et qu'à chaque année, à chaque visite, il y aura finalement quelque chose de nouveau, et que le musée continuera à remplir sa mission à laquelle il croit. Bonjour Monique. Bonjour. Donc, j'aimerais que vous me parliez de votre rôle au sein du musée de Guérin. C'est ça, je suis la directrice du musée de Guérin, de la Société du patrimoine de Rivière-des-Quinze. Ça veut dire que c'est moi qui fais, en fin de compte, l'ouverture du musée. Je m'occupe aussi de trouver des guides, en fin de compte, de la gestion du musée, là. Ouais. Puis vous vous impliquez bénévolement. C'est quoi qui vous motive à travailler ici? C'est ça, c'est parce que je trouve que c'est un endroit qui serait facile à ce que le monde l'aime. Je veux dire, c'est pas un musée que tu vas là 20 minutes, puis qu'après ça, tu oublies facilement. Quand tu viens au musée de Guérin, c'est pour avoir une expérience unique en région. Puis c'est ça que j'aime, là. Pouvoir leur montrer les connaissances que j'ai acquises. Puis, selon vous, est-ce qu'il y a plus de visiteurs qui viennent du Témiscamingue ou de l'extérieur? Je pense que c'est un peu la même chose, là. Au moins, il y en a plus à part de ça dans l'Ontario qui viennent, là. Il
les groupes de l'Ontario qui viennent faire un tour là. Puis généralement, comment les gens entendent parler du musée de Guérin? C'est ça, c'est avec le peu de publicité qu'on peut faire, c'est ça qui fait venir le monde avec le guide touristique de la Abitibi-Témiscamingue et aussi bouche à oreille, là, le monde, ils prennent connaissance de qu'est-ce que les autres qui ont été voir dans le Témiscamingue. Parfait. Puis pour vous, c'est quoi l'importance de faire partie du regroupement Mémoire des chemins d'eau? Bien, c'est ça, c'est un moyen pour nous autres d'avoir un peu de publicité, parce que de nous autres mêmes, comme on n'est pas subventionnés, on n'a pas les moyens de faire beaucoup de publicité. C'est pour ça qu'avec eux autres. Puis aussi, on apprend des choses qui se passent ailleurs, qui peuvent nous aider dans la production de nos choses, là. Puis pour vous, qu'est-ce que ça fait de voir que le musée de Guérin, c'est un site important dans l'histoire du Témiscamingue? Bien, comme le disait tantôt Paul Trépanier, c'est un des premiers sites et aussi c'est celui qui est le plus grand de tous les sites du Témiscamingue. Puis, est-ce que vous avez un public cible? Le public cible qu'on aimerait avoir, c'est les familles, justement, parce qu'il y a de la place pour bouger. Puis, on essaye de voir les visites pour les enfants. Je veux dire, s'il y a des enfants, on se met à leur niveau pour leur faire comprendre c'est quoi l'utilité de certains objets, là. Donc, nous, si on voudrait venir vous visiter, c'est quoi les horaires, dans le fond, quand vous ouvrez, à quelle date, tout ça? C'est ça, on commence toujours le 24 juin et on finit à la fête du travail. Cette année, c'est le 2 septembre. Okay. Et c'est ça, les heures d'ouverture, c'est toujours de 10h à 5h. Est-ce que vous accueillez des groupes scolaires à l'occasion? Oui, c'est ça qu'on va essayer de plus cette année avec qu'est-ce que le gouvernement fait, là, qu'il va y avoir plus de visites des musées. On va essayer d'avoir ce public-ça là, pour l'année prochaine. Puis, généralement, combien de temps durent les visites guidées habituellement? Ça peut être d'1h30 à 2h. Si la personne avait en entendre plus parler, là. J'aimerais savoir aussi, Monique, comment vous voyez l'avenir du musée de Guérin? C'est ça, tant qu'il va y avoir quelqu'un qui va pouvoir continuer là, à faire le travail bénévolement ou jusqu'à temps que le gouvernement peut nous subventionner. C'est ça qui compte, là. Qu'il y ait quelqu'un en attendant. Hein? Bonjour Margot. Bonjour. Ça va bien? Oui. Donc, j'aimerais que vous me disiez c'était quel rôle que vous occupiez au sein du musée de Guérin. Moi, au tout début, je faisais partie du comité. Le comité, c'était eux qui organisaient à ramasser des choses anciennes, monter un kiosque. Ensuite, ils faisaient une petite fête avec ça. Puis ça roulait assez bien. Ça roulait bien? Oui. On faisait ça à l'entour de la Saint-Jean-Baptiste. OK. Donc, c'était un événement qui arrivait tout le temps? Oui. Okay. Pour plusieurs années, là, on l'a fait. Puis en quoi consistait votre travail, vous? Moi, c'était une organisation complète, là. Puis ils ont eu un village vacances-famille, il fallait organiser des places pour que le monde puisse aller coucher. OK. Une place qu'ils peuvent manger. Puis c'était toute l'organisation, tout le monde participait. OK. Bénévolat, il y en avait beaucoup. Puis encore aujourd'hui, est-ce que vous me disiez que vous étiez dans le conseil d'administration? Oui. Donc, c'est encore d'implication bénévole? Oui. Wow, OK. Donc, ça vous tient vraiment à cœur. Là. Oui, parce que c'est quelque chose qui est vivant, puis qui est attaché à nous autres. Oui, c'est ça. C'est notre vécu à nous. Peut-être que, puis je remarque que les jeunes sont beaucoup portés à nous regarder tant qu'on leur explique. Parce que je dis, moi, j'ai fait ça. Tu sais, eux autres, là, ils voient l'émerveillement dans l'enfant. Ça vaut le bénévolat. Bien, dans le fond, vous en avez un peu parlé, mais qu'est-ce qui vous motive à travailler là? Bien, la rencontre des gens. Okay. L'échange. C'est important, ça. Est-ce que vous avez des anecdotes un peu à nous conter avec ce qui englobe l'instauration du musée de Guérin? C'était tout le temps quelque chose de nouveau, si on veut dire. OK. Oui. C'était ce que les gens apportaient. Pour moi, c'était une découverte à chaque fois. Puis, qu'est-ce que ça représente pour vous de voir que le musée de Guérin, il est dans le circuit touristique du Témiscamingue? C'est que la vie rurale reste toujours un point dans la vie. Puis,
on voit ici, on le voit pas tout à fait ailleurs, parce que ici, c'est assez gros quand même. Là. Mais moi, ce que je vois le plus, c'est la vie. Est-ce que vous trouvez que la visite du musée de Guérin est représentatif de l'ambiance qu'il y avait à l'époque ici? Oui. Ouais. Oui, on a des membres souvent là, qui vont participer, puis ils l'ont appris. Là, tu sais, puis on a osé les choses avec les gens, puis tout ça. Fait que quand c'est bien temps d'expliquer à l'étranger, ils sont bonnes. On a vraiment, ils sont toujours de bonne humeur, d'une belle façon, ce qui est important d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de l'évolution du musée de Guérin? Vous l'avez vraiment vu grandir, donc... Oh, oui, on l'a vu grandir. Au tout début, le presbytère, il n'y avait pas grand-chose dedans. Okay. Le prêtre restait là, mais il n'y avait pas grand-chose dedans. Qu'est-ce qu'on avait? Il y avait des travaux d'hiver, hein, puis ils bâtissaient des cabanes qu'on appelait le zoo. Ils ont bâti la chapelle, puis il y avait plusieurs petits kiosques qu'on a remplis. Mais ces kiosques-là, ils ont fini par vieillir. Hein. Ouais. Mais le presbytère était vide. Fait que, tout ce qui était religieux s'est emmené là. C'est ça qui est la continuité. Puis c'est une question qui revient un peu au même, mais qu'est-ce qui différencie le musée actuel du musée du passé? Ah, une grosse différence, là. Ouais. Ah oui. Ah oui, il y a plus d'expositions aussi, là. Hey, ça se compare pas, là. OK. Au tout début, on a commencé des vieilles cuillères, mais là, c'est plus ça, là. Donc, vous avez vraiment évolué. Ah, ben, hey! On a su, comme si tu prends les années 50, puis malheureusement, aujourd'hui, il y a de l'évolution, mais c'est la même chose dans notre musée. Est-ce que vous avez des projets pour l'avenir? Bien, on espère toujours d'avoir toujours de quoi de nouveau. Tu sais, si on n'a pas de nouveau, moi, j'aimerais ça plus tard, qu'il arrive d'autres projets pour qu'on puisse encore faire autre chose. De toujours s'agrandir. Puis, est-ce que vous avez des défis aussi pour les prochaines années? Il faut s'en créer des défis. Okay. Parce qu'on ne pourrait pas avancer sans ça. Mais les défis, on les prend ensemble. OK. Au comité. Puis c'est là que se prend les décisions. On ne décide jamais nous autres de tout-même. Hein. C'est toujours un comité. C'est pour ça que c'est fait aussi. Fait que, on a un groupe dans le CA vraiment de qualité. Puis, comment le musée de Guérin a-t-il influencé l'histoire du Témiscamingue? Mais influencé. Ça porte des gens à ne pas oublier les racines. Mm-hmm. Donc, à mieux comprendre l'histoire du Témiscamingue, dans le fond. Oui. Comment les parents ont commencé, c'était pas facile, là. Mm-hmm. Bien, c'est ça qu'on voit. Mm-hmm. Puis, quelles sont vos réussites et de quoi vous êtes le plus fiers ici? On est fiers de tout ça. Mm-hmm. C'est notre vécu qu'on garde. Mm-hmm. C'est notre vécu qu'on explique aux gens. Puis c'est là qu'est notre richesse, nous autres. La richesse, notre vécu. Puis qu'on fait vivre aux autres. Il me semble que c'est ce qui apporte le plus aux gens avec qui on rencontre. Puis comment vous décririez... est-ce que vous pouvez me décrire un peu c'était quoi l'ambiance ici à l'époque? Oh, c'était... On avait plus de pratiquants, plus qui allaient à la messe. Puis on avait une église petite, mais pleine. OK. Je dis, elle est petite, elle est vide. Ouais. La différence, tu sais, de nous autres à aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que le monde n'accepte pas l'Église. Non. Mais l'Église, déjà, c'était un coin vraiment, on n'osait même pas parler avant que la messe commence. C'était sérieux, l'Église. C'était sérieux. Puis vous, est-ce que vous étiez toujours présente à chaque dimanche à l'Église? Ah oui, il fallait. Avec tes parents qu'on avait, tu n'allais pas à la messe, là. OK. Tu sortais pas non plus. Tu sais, c'était normal qu'on se dépêche à l'ouvrage à faire sa ferme pour se dépêcher, pour se laver puis se préparer pour s'en venir à la messe, mais toujours ça à jeun. OK. Ah ouais, vous ne mangez pas? Non, à partir de minuit, tu ne mangeais plus. OK. Fait que ça s'appelait le dépêche-toi.